Est-ce que tu vas besoin de projeter quelque chose? Non. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, donc sans transition aucune, je vais vous présenter Maître Ignace. Donc c'est un petit peu de la première promotion qui fréquente le centre et qui, après avoir été dans vos chaussures, nous aide aujourd'hui en tant que conférencier. Donc c'est un maître, c'est un avocat et je ne pense pas qu'on ait mieux que maître pour parler du droit du travail. Je pense que nous tous on est employés, en tout cas pour le moment, dans cette assemblée. Et puis quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut partir, bien quand les choses se passent mal, on cherche maintenant vers où se tourner pour être protégé. Donc c'est vraiment l'opportunité d'apprendre avec le maître Ignace sur les bonnes pratiques, sur les recommandations, sur en fait vos droits et devoirs également en tant qu'employé. Sur nos droits, parce que nous sommes tous employés ici. Donc Ignace, encore une fois, merci d'avoir accepté. Et le floor is yours. Ok, merci beaucoup. Merci Franck, c'est toujours un plaisir. J'étais là déjà il y a 3 années, oui, comme apprenant. Après, je suis venu comme conférencier. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis là également. Merci beaucoup, chers amis, pour votre présence. J'espère que ça se déroule bien. En tout cas, notre promotion était environ une quinzaine. Oui, avec 15 personnes. C'était une belle promotion. C'était très intéressant. On a eu des formateurs vraiment de qualité. J'espère qu'il en est de même pour vous aussi. C'est vrai que vous êtes moins nombreux, mais j'espère que vous apprenez. Voilà. Alors, donc, comme Franck l'a dit, j'ai la responsabilité de vous entretenir sur le droit du travail. Je vais limiter ça au contrat de travail. Le droit du travail il est un peu vaste, mais même le contrat de travail il est très vaste aussi. C'est une matière de 3e année de licence de droit, c'est une matière sur toute une année. Comprenez qu'on ne peut pas partager ces éléments-là en 1 heure, 1 heure et demie. Donc, ce sera pour moi l'occasion de vous donner quelques notions. Et puis après, dans les échanges, voilà, sur les cas pratiques, on pourra revenir sur certains points que vous n'aurez peut-être pas bien assimilés. Voilà. Comme Franck le disait tout à l'heure, je suis Maître Ignace, je suis avocat, je suis associé de la société d'avocats Ignace. Mon cabinet à Cocody, Cité des Arts. Cabinet ouvert depuis 7 années environ. Voilà. Donc, depuis 7 années. Avocat depuis un peu plus longtemps quand même. Enfin, un peu plus longtemps, une dizaine d'années. Mais à mon compte depuis 7 ans. Voilà. Très bien, donc on va commencer, comme je le disais tout à l'heure, on va parler donc du contrat de travail. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a fait des études de droit? On ne sait jamais. Hein? Voilà. Non? D'accord. Ok. Bon, déjà, on va parler un peu de contrat. C'est quoi un contrat? On entend parler contrat, c'est quoi un contrat? Nous, en droit, on définit le contrat comme une relation, donc un lien d'obligation, dans laquelle on a 2 parties en présence qui s'engagent l'une ou l'autre à offrir des prestations réciproques. Donc l'une offre sa prestation et reçoit aussi la prestation de l'autre. Donc deux prestations réciproques, mais 2 prestations interdépendantes. C'est-à-dire que l'existence de la prestation de l'une des parties dépend de l'existence de la prestation de l'autre. Si l'une des parties cesse donc de fournir sa prestation, il n'y a plus de contrat. Donc en cela, on dit que les prestations sont à la fois réciproques, elles sont interdépendantes. Donc en gros, c'est un peu ça un contrat. Alors, donc, pour revenir maintenant au contrat de travail. Un contrat de travail, c'est une, comme je le disais tout à l'heure, c'est une relation dans laquelle un employé, une personne appelée employé, s'engage donc à offrir à une autre personne appelée employeur une prestation de travail. Ça peut être un travail intellectuel, ça peut être un travail physique, manuel, voilà, où on amène à soulever, à déplacer des choses. Donc c'est ça la prestation. Et c'est ça le contrat de
en retour, tout à l'heure je le disais, que les relations, comment on appelle ça, les prestations sont réciproques et interdépendantes. En retour, l'employeur s'engage à payer le salaire. Voilà. Donc, l'employé fournit la prestation de travail. L'employeur s'engage à payer le salaire corrélatif. C'est ça le contrat de travail. Alors, dans ce contrat de travail-là, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte. Et donc, ma présentation va se situer de la sorte. Nous allons voir la conclusion. D'abord, avant la conclusion, nous allons voir un point préliminaire qui est la mise en relation de l'employeur et de l'employé. Comment se fait la mise en relation? Ensuite, ça c'est un point préliminaire. Nous verrons donc en un point, en un, la conclusion du contrat. Nous verrons en deux l'exécution. Et puis en trois, nous allons voir la rupture. Si les parties ne sont pas entendues ou en cours il y a eu un incident, il faut se séparer. Donc, comment se séparer? Et tout ce qui va avec. D'accord? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va voir en préliminaire la mise en relation. Alors, déjà, il y a des petites notions qu'il faut que je vous donne. Est-ce que l'employeur peut être une société? Est-ce que l'employé peut être une société? Est-ce qu'on peut employer une société? Non. Non, l'employeur ne peut pas être une société. Dans un contrat de travail, l'employé, c'est toujours une personne physique. Toujours une personne physique. Mais l'employeur, lui, peut être une société, il peut être une personne physique. Donc, je vais être un peu. Mais comment on définit, par exemple, nettoyage et donc, est-ce que on peut avoir un bon entreprise et puis il y a une entreprise qui vient en prestation. C'est vrai qu'il y a des employés qui viennent pour nettoyer. On va en arriver. D'accord? On va en arriver tout à l'heure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'employé c'est toujours une personne physique. L'employeur, celui-là qui fournit le travail, lui, ça peut être une personne physique. Ça peut être vous êtes chez vous, vous avez votre fille de ménage. Voilà, elle est votre employée. Voilà. L'employé, c'est toujours une personne physique, l'employé, c'est une personne morale. Alors, personne morale, personne physique. Maintenant, en ce qui concerne la mise en relation, toujours, il y a des entreprises qui vont, soit des entreprises ou des personnes physiques employeurs, qui vont directement, je vais lui faire un appel d'offres. Voilà, pour recruter. D'accord? Ça peut se faire ainsi. Elles peuvent passer par un cabinet ou recruter directement. Et puis, il y a un type de société qu'on appelle les sociétés d'entreprise de travail temporaire. Pour ne pas faire de publicité, on citera par exemple RMO. Ça, c'est le type de société qu'on appelle entreprise de travail temporaire. Donc, si RMO est l'entreprise de travail temporaire, il y a une société qui est là, qui est à côté, qui elle va recevoir l'employé, qu'on va appeler l'entreprise utilisatrice. Vous voyez, non? Voilà. Parce qu'il faut comprendre que dans le cadre du travail temporaire, dans l'entreprise de travail temporaire, l'employé, ça veut dire vous par exemple, RMO, on ne peut pas faire de publicité, mais bon, c'est la seule un peu, pas la seule, mais c'est celle qu'on connaît le plus. Voilà. RMO décide par exemple de recruter 2-3 personnes qu'elle met à la disposition d'une autre société qui en a besoin. Vous comprenez? Ces employés-là, ils ne sont pas liés à la société utilisatrice. Ils sont liés à RMO. Leur contrat de travail, c'est avec RMO. C'est RMO qui les paie. Vous comprenez? C'est RMO qui a l'obligation de faire toutes les déclarations qui lui incombent en tant que société, en tant qu'employeur. Et seulement, elle met son personnel à la disposition d'une autre société qui en a besoin. Et donc, c'est cette société-là qui va utiliser
employé dans les tâches convenues, les salaires de ces personnes-là vont être versés à RMO. Le RMO maintenant qui derrière va procéder maintenant au paiement de ces salariés. Voici ce que je peux dire un peu sur l'entreprise de travail temporaire et puis l'entreprise utilisatrice. Maintenant, on arrive à la question posée par la préoccupation de notre ami. Alors, le contrat de travail, il est à distinguer de certains contrats qui lui sont proches. C'est comme le contrat d'entreprise. On fait la distinction entre contrat de travail et contrat d'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, le contrat de travail, moi, en tant qu'employé, je fournis ma prestation. L'employeur paye. Mais il y a des conditions. Ça veut dire qu'il y a des conditions. Il faut, pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut une prestation. Donc l'employé fournit la prestation. Il faut un salaire corrélatif, d'accord, venant de l'employeur. Mais il y a un élément qui est déterminant, qui est capital. Parce que ces deux éléments que je viens de citer premièrement, on peut les retrouver ailleurs, dans d'autres types de contrats. Quelqu'un fournit une prestation et l'autre personne paie. Ça, on peut retrouver ça ailleurs, dans des contrats qui s'apparentent à des contrats de travail, mais qui n'en sont pas. Donc, l'élément capital dans le contrat de travail, pourquoi on discute des contrats de travail, c'est ce qu'on appelle chez nous le lien de subordination. Vous voyez? Le lien de subordination, c'est ce lien-là qui fait que l'employeur peut vous donner des instructions. Il peut vous donner des instructions. Vous travaillez sous son autorité. C'est ça le lien de subordination. Et ce lien de subordination-là, on ne le retrouve que dans le contrat de travail. On ne le retrouve pas dans le contrat d'entreprise. On ne le retrouve pas dans le contrat de prestation de services. Moi, mon cabinet, je n'ai pas d'employé comptable. Ok? Mais j'ai un cabinet comptable qui vient faire ma comptabilité. Avec grâce ce cabinet-là, j'ai un contrat de prestation de services. Il vient, il ramasse les factures, il va faire le point, il me dit ce que je dois payer en termes d'impôts, etc. Je paye. Il n'est pas mon subordonné. Je n'ai pas d'instruction à lui donner. Ça, c'est la prestation des services. Vous voyez? Et puis à côté, il y a un autre type de contrat aussi qui lui s'apparente au contrat de travail, qui est le contrat d'entreprise. Vous avez votre terrain. Et puis vous voulez bâtir une maison, mais vous pensez que pour bâtir la maison que vous voulez, il faut recourir à un entrepreneur. Vous voyez, non? Il faut recourir à un entrepreneur. Il faut recourir à votre entrepreneur. Il va lui à son tour aller voir peut-être un architecte, qui va sortir un plan, qui va sortir un devis, etc. Quand vous êtes tombé d'accord, lui il bâtit votre maison. C'est vrai qu'il bâtit votre maison, donc il y a la prestation. Vous le payez, il y a la rémunération, mais il n'y a pas de lien de subordination. Vous comprenez? Il n'est pas votre employé. Vous l'avez sollicité pour faire quelque chose de précis. Et c'est cette chose-là qu'il déploie. Au terme, je vais dire, il n'y a plus rien qui vous lie. Si demain vous avez besoin de lui encore, vous allez vous le solliciter. Vous voyez? Donc voici un peu le contrat de travail, et puis d'autres types de contrats qui ressemblent bien, qui s'apparentent, mais qui n'en sont pas. Donc, pour venir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez votre local, et puis vous partez voir une société qui a certainement, qui fait de l'entretien. Vous signez votre contrat avec cette société-là, et puis tous les 2 jours, tous les 3 jours, cette société-là envoie son personnel faire l'entretien chez vous. C'est la prestation de service. Oui. Et puis encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, l'employeur, plutôt l'employé n'est jamais une personne morale, enfin une personne, une société. L'employeur n'est jamais une société. C'est toujours une personne physique employée. Donc voici le contrat de travail, voici les conditions qu'il faut pour qu'il y ait un contrat de travail. Et pour rappeler ces conditions-là, j'ai indiqué qu'il y a la prestation et la rémunération, mais l'élément fondamental, l'élément déterminant, c'est le lien de subordination. Donc, toutes les fois qu'il y a une relation où il y a une personne qui
qui reçoit des instructions, qui reçoit des consignes de l'employé, enfin de la personne qui est censée appartenir à l'autorité, on dit qu'il y a un contrat de travail. Alors, est-ce qu'il y a un contrat de travail avec les fonctionnaires, par exemple? Alors, est-ce qu'on peut dire que l'État qui emploie qui a les fonctionnaires, est-ce qu'il y a un contrat de travail? Oui, on peut dire qu'il y a un contrat de travail, mais ils ne sont pas régis, les fonctionnaires ne sont pas régis par le code du travail, le code de la fonction publique. C'est vrai, c'est une prestation qu'ils fournissent pour le compte de l'État. Ils reçoivent en retour prestation le salaire, mais ils ne sont pas régis par le code du travail. Ils sont régis par le code de la fonction publique. Donc on ne va pas dire ça sont des fonctionnaires, que ce sont des salariés, ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc là aussi, il y a la distinction aussi à faire. Si demain il y a un litige, ce n'est pas le tribunal du travail qui serait compétent en ce qui le concerne, mais c'est plutôt le tribunal de droit commun, ou bien le tribunal administratif. Voilà. D'accord, donc on va poursuivre. Alors, donc on a parlé des personnes, on a fait aussi la distinction entre le contrat de travail et d'autres types de contrats. Et puis, on va voir maintenant les formes. Ce qu'on appelle les formes de contrat, c'est est-ce qu'on peut signer un contrat, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contrat alors qu'il n'y a pas d'écrit? Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de contrat écrit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contrat? Vous noterez qu'en droit, le contrat, comme je l'ai indiqué tout à l'heure là, c'est un accord de volonté. Donc c'est les parties elles-mêmes qui décident de la forme qu'ils voudraient donner à leur contrat. Donc ici, le contrat est peut-être verbal. Le contrat peut être écrit aussi. Sauf que, en droit du travail, en droit du contrat du travail, il y a des contrats, il y a des types de contrats qui doivent être écrits. Et faute d'écrit, elles deviennent autre chose. Le législateur a décidé c'est pour protéger le salarié. Vous voyez? Parce que si rien n'est écrit, il sera difficile de faire la preuve de certaines choses. Parce que demain, s'il y a un litige que vous retrouvez devant le tribunal, on va vous dire envoyez votre contrat, le juge va lire votre contrat, va voir les dispositions qui y sont, etc. Mais s'il n'y a pas d'écrit, vous voyez que ça va être sujet à beaucoup de discussions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le contrat peut être verbal, mais aussi il peut être écrit. Quels sont les contrats qui doivent nécessairement, obligatoirement, épouser la forme d'écrit? C'est les contrats, par exemple, les contrats de stage. Les contrats de stage. Aujourd'hui, la loi fait obligation à tous les employeurs de faire un contrat écrit pour leurs stagiaires. Donc, si vous êtes, par exemple, employeur, vous voulez donner de la formation à quelqu'un, vous êtes obligé, dans le cadre du stage, donc, de faire un contrat de stage. Parce que si vous ne faites pas de contrat de stage, le monsieur est en droit de se considérer comme employé. Mais plus grave, il a le droit de se considérer comme lié à vous, donc lié à votre société, ou bien si c'est vous-même en personne, en tant qu'employeur, lié à vous. Parce qu'on appelle un contrat de travail à durée indéterminée. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il est important. Avant, on a pris des stagiaires comme ça. Ah, on tient lui, c'est mon petit neveu, il n'a qu'à venir se débrouiller un peu à mon cabinet. Moi-même, j'ai fait ça. Voilà. Aujourd'hui, la loi dit il faut un stage, il faut un contrat écrit. Oui. Donc, parmi les contrats, donc le contrat de stage, il doit être écrit. Il y a aussi les contrats avec période de décès. Alors, vous prenez, vous sollicitez les services de quelqu'un, vous êtes votre employé, mais vous voulez qu'il fasse une période d'essai d'abord. La période d'essai, c'est la période, c'est une période probatoire. Une période probatoire, une période pour laquelle l'employeur et l'employé vont se jauger, voir
voir s'ils peuvent faire chimie ensemble. D'accord? Cette période-là, ça dépend de la catégorie professionnelle. En général, c'est de 3 mois renouvelable une fois, bien 2 mois renouvelable une fois. Ça dépend de la catégorie professionnelle. Donc, si le contrat, là, si dans le contrat de travail que vous proposez de signer avec votre employé, il est prévu une période de stage, il faut que le contrat soit écrit. Obligatoirement. Donc, si vous, aujourd'hui, vous êtes employé, un employeur vous sollicite pour prester au sein de sa structure, mais on vous dit que vous allez faire une période de stage, il faut que le contrat soit écrit. Bien entendu, ce n'est pas à vous l'employé de vous rappeler que non, le contrat n'est pas écrit, parce que si ce n'est pas écrit, c'est dans votre intérêt. Voilà, si ce n'est pas écrit, c'est dans votre intérêt. Mais en tant qu'employeur, parce que demain vous pouvez être aussi employeur, et donc le contrat, il doit être écrit, parce qu'il contient une période de stage. Et puis maintenant, un autre type de contrat qui doit être écrit, c'est ce qu'on appelle le contrat à durée déterminée. Alors, c'est quoi le contrat à durée déterminée? C'est un contrat qui est donc l'échéance est connue. Mais l'échéance est connue et cette échéance-là, ça ne va pas aller au-delà de 2 années. D'accord? Contrat à durée déterminée. C'est 2 années maximum. Ce type de contrat aussi, la loi dit, il doit être écrit. Tous ces contrats que je viens d'indiquer là, pour lesquels l'écrit est obligatoire, s'il n'y a pas d'écrit, la conséquence, ça devient des contrats à durée déterminée. Ça change de nature, avec d'autres conséquences. Vous voyez? Donc, pour en revenir au contrat à durée déterminée, comme je le disais tout à l'heure, c'est un contrat qui ne doit durer que 2 années maximum. On n'est pas obligé de faire 2 années en une seule fois. On peut faire 6 mois, on peut signer un contrat pour 6 mois. On peut le renouveler encore 6 autres mois, ainsi de suite. Mais on ne doit pas dépasser les 2 années. C'est-à-dire que même avec les renouvellements successifs, on ne doit pas dépasser les 2 années. Donc si vous faites un contrat à durée déterminée pour 6 mois, vous allez le renouveler une fois, ça va faire 1 an, peut-être une 2 ou 3e fois, peut-être une 4e fois, mais les renouvellements là cumulés ne peuvent pas dépasser 2 années. Comme aussi les livres, vous êtes libre de faire un contrat pour 1 année. Vous faites un contrat pour 1 année, et puis vous renouvelez une fois. On reste toujours dans cette période, parce que là, tout le temps qui est 2 années et pas plus. Si d'aventure votre contrat dépasse, donc s'exécute au-delà de la période, au-delà donc du délai de 2 ans, il devient un contrat à durée déterminée. Donc un contrat à durée déterminée, il devient un contrat à durée indéterminée, soit qu'il n'y a pas d'écrit, soit que vous avez dépassé la période, le délai de 2 ans. Il change donc de nature. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les formes de contrat. Le contrat de stage, il doit être écrit. Le contrat avec une période d'essai, il doit être écrit. Le contrat à durée déterminée, il doit être écrit. Maintenant, il y a un autre type de contrat. Il y a le contrat à durée indéterminée. On dit CDI. Lui, on n'a pas besoin d'écrire. Voilà. On n'a pas besoin d'écrire parce que la personne est à votre service. Je vais dire, à perpétuelle demeure, il est là. Jusqu'à ce qu'il y ait une cause de licenciement ou une démission, etc. Sinon, il est à votre service. Voilà. Ce type de contrat-là, on n'a pas besoin d'écrire. Ce contrat à durée indéterminée. En général, on n'embauche pas quelqu'un à durée indéterminée tout de suite. Au premier contrat, on le prend en général en CDD. Souvent même le CDD avec période d'essai, et puis on fait cheminer ensemble, et puis selon que l'une et l'autre des parties sont satisfaites, on va maintenant passer à un CDI. Comment on passe au CDI? Simplement en laissant la période de 2 années s'écouler. Automatiquement, une fois qu'on a prolongé le contrat, l'exécution du contrat au-delà, on va changer de nature. Et bien CDI. Voilà. Oui. CDD. Oui. Contrat de travail. Oui, contrat
contrat de stage, déjà, ce n'est pas à proprement parler un contrat de travail. J'en ai parlé parce que c'est prévu par le code du travail. Aujourd'hui, il y a des stages de formation professionnelle, des stages de perfectionnement, des stages écoles, etc. Il y a des écoles. En fait, quand tu finis un master, il faut aller dans une entreprise, faire un stage école pour revenir après soutenir tout ce type de contrats-là. C'est des contrats de stage pour lesquels il faut une équipe. Mais ce n'est pas un contrat de travail. Sauf que si vous ne prenez pas la précaution de faire un écrit, il devient un contrat de travail. Et il devient un contrat de travail à durée déterminée. Voilà. Maintenant, pour arriver à la période d'essai, vous parlez tout à l'heure de la période d'essai aussi. Vous en avez parlé aussi. Voilà. La période d'essai, c'est une période, comme je disais tout à l'heure, probatoire. Il est déjà inscrit dans le contrat. Le CDD que vous apprêtez à soumettre à votre employé. La période de stage est là. Avant, il y a une réforme qui est intervenue en 2004. En 2004. Et avant cela, avant cette réforme-là, non, 2024, avant cette réforme, il était possible de faire ce qu'on appelle un engagement à l'essai. C'est un contrat de travail, mais typiquement essai. Et puis, à l'intérieur de cet essai-là, on pouvait soit rompre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et puis après, faire maintenant un contrat de travail. Quand l'essai est concluant, on faisait un contrat de travail. Mais depuis cette réforme, il n'est plus possible de dissocier l'engagement à l'essai du contrat de travail. La loi dit le contrat de travail peut contenir en son sein une période d'essai. Mais pourquoi ce changement? Comme je l'ai dit, la plupart des changements, la plupart donc des innovations, des améliorations qui sont apportées par les textes, c'est surtout dans l'intérêt donc de l'employé, du salarié. Parce que l'État a noté, les législateurs ont noté que les gens prenaient des travailleurs à l'essai, et puis au terme de l'essai, on rompait leur contrat. Et puis on va prendre encore une autre personne. Parce qu'il faut rappeler que tant que vous êtes dans la période d'essai, on peut à tout moment mettre fin à votre contrat. Puis à tout moment, vous n'avez pas besoin de commettre une faute, voilà. Tant que vous êtes dans la période d'essai, on peut à tout moment mettre fin à votre contrat. Parce que c'est l'employeur. C'est une période probatoire. L'employeur doit être satisfait de votre prestation. S'il n'est pas satisfait, et c'est lui seul qui juge. C'est son business. C'est lui seul qui juge. Donc, vous arrivez un matin et puis il va estimer que l'homme n'est pas satisfait. Et puis maintenant, vous voyez. Donc, pour éviter ce abus-là, parce que prendre quelqu'un, le faire travailler 2-3 mois, le laisser, aller prendre un autre, le faire travailler pendant la même période, le laisser, c'est un abus. Donc, on a supprimé l'engagement à l'essai. Donc, aujourd'hui, il n'est plus possible de faire un contrat typique essai. Aujourd'hui, vous voulez faire un essai, vous voulez soumettre votre employé à un essai, c'est à l'intérieur de son contrat de travail. Donc, le contrat de travail, vous allez le faire peut-être sur 1 an, et en indiquant à l'intérieur que la période d'essai, par exemple, selon sa catégorie, c'est 2 mois, c'est 3 mois, au-delà, etc. Au moins, dans ce cas-là, c'est un salarié de la structure à plein temps, parce que c'est les mêmes conditions. Sauf que là, il est votre salarié. Tant que vous êtes dans la période d'essai, c'est vrai, vous pouvez rompre pendant 2 mois. Mais une fois qu'il a fini la période d'essai, vous ne pouvez plus rompre comme vous fouillez. Parce que vous êtes devenu un employé de votre société libre à vous par exemple avec la même. Seulement là, vous allez rompre conformément à ce que la loi prévoit. Est-ce qu'il a fait une faute, etc. Bon, on va arriver sur les fautes, enfin les conditions la cause de rupture du contrat. Après. Mais, comme je le disais, l'employé, il est à votre service par un contrat de travail avec une période d'essai. Tant que vous êtes dans la période d'essai, vous pouvez rompre. Mais une fois que vous passez la période d'essai, vous n'avez plus la liberté de rompre. Voilà. Vous n'avez plus la liberté de rompre. Alors, on arrive maintenant à l'exécution. Donc, on a vu la conclusion du contrat. On a vu d'abord les personnes. On a vu la conclusion du contrat. À la conclusion du contrat, nous avons vu les formes écrites, pas d'écrit, ainsi que
que les conséquences que cela peut avoir. Maintenant, nous arrivons donc à l'exécution du contrat. Alors, dans l'exécution du contrat, comme je l'ai dit un peu plus haut, on a deux parties en présence. On a un employé, un employeur. La prestation de l'employé, c'est de fournir le travail pour lequel il a été appelé au sein de cette structure-là, mais pour lequel il est au service de telle personne. Comme je l'ai dit, ça peut être un travail intellectuel, ça peut être un travail physique, manuel, etc. Ça, c'est sa prestation. Mais l'employeur, lui, il a aussi d'autres prestations. C'est de fournir le travail. L'employeur, il doit fournir le travail. Ça pose un problème. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contrat de travail si quelqu'un me paie de l'argent, mais il ne fournit pas de travail? Tu arrives le matin, tu es au bureau, il n'y a rien à faire. Mais tout le mois, tu es payé. Il y a un problème. Ou bien alors, on te fournit le travail, mais on ne te paie pas. Alors tu fournis le travail, mais tu n'es pas payé. Mais c'est des cas qui sont arrivés. C'est des cas qui sont arrivés. Alors, pour qu'il ait contrat de travail, il y a les 3 éléments que j'ai indiqués voilà, au début. Donc, vous ne pouvez pas payer quelqu'un alors qu'il est lié à vous par un contrat de travail. Vous ne pouvez pas le payer et ne pas lui fournir le travail à faire. Il faut lui fournir le travail. Donc, parmi les obligations de l'employeur, c'est de fournir le travail à faire, c'est de payer le salaire. Il y a d'autres obligations qui tournent autour, déclarer l'employé à la CNPS. Oui, ça c'est une obligation importante. Toutes les entreprises, enfin toutes les sociétés qui prennent des gens, des individus à leur service, dans le cadre d'un contrat de travail, doivent d'abord elles-mêmes être déclarées à la CNPS. Elles doivent avoir leur numéro à la CNPS. Mais déclarer leurs employés à la CNPS. Parce que si vous ne déclarez pas vos employés à la CNPS, ils se retrouvent à travailler au noir. C'est pas bon. Vous aurez la CNPS sur votre dos. Vous aurez même les impôts aussi sur votre dos. Et puis derrière, ce n'est pas bon pour l'employé. Parce que quand vous êtes au noir, vous ne bénéficiez de rien. Vous ne bénéficiez d'aucune indemnité en cas de bobo. J'ai eu le dossier d'une jeune dame qui a perdu un bras. Elle a perdu un bras parce qu'elle travaillait dans une usine, donc elle était affectée, je crois, au nettoyage d'une machine. Et puis, elle a eu une coupure de courant. Donc, elle allait nettoyer la machine. Sauf que le courant est revenu, et ça a appelé son bras. La machine a appelé son bras, elle a perdu son bras. Bras droit. Et c'est à ce moment-là que l'employeur court maintenant pour aller la déclarer à la CNPS. Entre-temps, la jeune dame est à son service depuis plusieurs mois déjà. La conséquence, c'est que la CNPS n'a pas pu prendre en charge la jeune dame qu'elle a perdue. Parce qu'entre-temps, son employeur, la CNPS a estimé que la déclaration que l'employeur venait faire maintenant est tardée. Donc, la dame ne pouvait pas bénéficier des prestations. Or, si il avait déclaré dès le moment où il avait pris à son compte, après les soins d'urgence, la CNPS allait rentrer en ligne de compte pour allouer, vu qu'elle a perdu un bras, une incapacité permanente. Donc elle aurait eu une rente viagère tout le temps qu'elle allait vivre. Et voilà la conséquence de travailler au noir. Donc, pour en revenir sur l'exécution. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'employeur doit fournir la prestation, il doit payer le salaire corrélatif. Et puis, un point important désolé, je vais revenir là-dessus, sur l'employé, les prestations de l'employé. L'employé doit fournir sa prestation lui-même. C'est important.
pose quoi? C'est pourquoi la question c'est est-ce que l'employé peut se faire substituer dans son travail? Par un parent, par quelqu'un de plus outillé, etc. Non. Non. Il doit fournir sa prestation lui-même. Le contrat de travail, c'est un contrat, comme on dit chez nous, un contrat intitulé personnel. Pour dire simplement, c'est un contrat qui est conclu en considération de la personne. En considération donc des qualités de la personne, des compétences de la personne. Donc du coup, l'employeur, même malade, ne peut pas se faire substituer par quelqu'un d'autre. Il doit fournir sa prestation lui-même. L'autre chose que ça pose, autre problème toujours en ce qui concerne l'employé, c'est est-ce que il peut avoir 2 ou 3 travaux? Est-ce qu'il peut être, un peu comme nos parents en Europe le font, est-ce qu'il peut avoir plusieurs employés? Parce que la loi dit qu'il doit consacrer son travail au profit exclusif de son employeur. Ça veut dire quoi? Que pendant les heures de travail, vous ne pouvez pas faire autre chose, vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être à 1 heure de travail et puis sortir pour aller fournir une autre prestation au profit d'un autre employeur. C'est une faute grave. Il faut que la prestation de travail, il doit non seulement la fournir lui-même, mais il doit consacrer l'exclusivité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un autre employeur. L'exclusivité dont on parle ici, là, c'est pendant les horaires de travail. Si moi, mon travail, c'est de 7h à 17h, quand j'ai fini à 17h, je peux faire un autre travail. Je peux avoir un autre employeur, peut-être aller être videur dans une boîte de nuit ou quelque chose. Voilà. Je peux avoir un autre travail. Vous voyez? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas parce que je travaille pour X que je suis astreint à rester attaché à X et que je ne peux pas faire autre chose. En dehors des heures de travail, je peux faire autre chose. En dehors des heures de travail, je peux faire autre chose. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'employé. C'était le 2 points sur lesquels je devais revenir qui m'avaient échappé quand je parlais des obligations de l'employé. Oui. Au niveau du fait que l'employeur doit fournir le travail, si on prend par exemple le cas où il y a un employé qui est embauché dans une entreprise où il y a plusieurs supérieurs hiérarchiques, comment peut interpréter? Non, il n'y a pas de problème s'il a plusieurs supérieurs hiérarchiques. Je veux dire, la société, elle est organisée. Comme vous avez dit, il y a plusieurs. Donc, à chaque niveau, il y a un supérieur hiérarchique. Son N+1, c'est lui-là qui est chargé de le contrôler, de veiller, etc. Sur sa prestation de travail. Et bien entendu, au moment où vous signez le contrat avec la structure vous dit voici ce que vous devez faire. Vous a recruté en tant que comptable. Donc, voici ce que vous devez faire en tant que comptable. Vous allez travailler sur la responsabilité de votre N+1 qui est M. Temps. Voilà. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème. Les autres supérieurs hiérarchiques, je veux dire, ils ne viendront pas forcément interférer dans votre prestation de travail. Bien entendu, ils pourront le faire si votre N+1 est peut-être défaillant, s'il a un congé, on peut vous référer à un autre, etc. Mais ça ne pose pas problème. Votre supérieur hiérarchique direct, parce que ça ne veut plus que vous êtes en collaboration. Voilà, ça veut plus que vous êtes en collaboration. Et l'employeur, c'est une subdélégation. L'employeur délègue. Donc, ses pouvoirs, au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça arrive sur votre N+1. Voilà. Donc, quand vous faites votre travail, votre N+1 est chargé de quoi? Il est chargé de s'assurer que vous le faites correctement, comme il le faut, vous respectez le règlement intérieur de la société, etc. Mais sinon, pour les autres supérieurs hiérarchiques, je veux dire, vous n'avez pas forcément de rapport avec eux. Quoique ça n'empêche pas que vous ayez des rapports, mais je veux dire, ce n'est pas eux qui vous contrôlent, voilà, sauf si votre N+1 n'est pas là, ou bien l'employeur pour une question d'organisation, parce que c'est l'employeur qui décide. Voilà.
peut dire vous, peut-être compte tenu de certains éléments, référez-vous à tel autre qui n'est pas forcément votre question. Et ça, c'est l'employeur qui décide. C'est l'employeur qui décide. Alors, donc le travail, comme je le disais tout à l'heure, l'employeur doit fournir la prestation de travail, il doit payer le salaire corrélatif. Et puis, donc il doit fournir aussi le matériel de travail. Il y a des travaux qui nécessitent des équipements. Ça peut être chaussures de protection, ça peut être des tenues, ça peut être des ordinateurs, etc. En tout cas, si ces équipements-là sont nécessaires, sont indispensables pour le travail, c'est à l'employeur de vous fournir cela. En même temps qu'il vous les fournit, vous n'en êtes pas propriétaire, de sorte que au moment de la rupture, vous devez savoir que c'est des équipements, vous devez les restituer. Parce qu'on a vu des cas où les gens sont partis avec des équipements. Bien dit, j'ai pu, il refuse de rendre, il ferme son bureau, ou bien voilà, pour le moyen, voilà. Non, ça se fait pas, c'est pas bon. Voilà. C'est des équipements que l'employeur, tout ce que l'employeur met à votre disposition, même un stylo, quand vous devez partir, il rend. Donc, ça sert pour le travail. Donc, au nom des obligations de l'employeur, c'est de fournir aussi des équipements dont vous avez besoin pour travailler. Voilà. Et puis l'autre chose maintenant, ce qui concerne l'employeur, c'est est-ce que. Alors l'employé, depuis la Covid, il y a le télétravail. Depuis la Covid, il y a le télétravail jusqu'à aujourd'hui, il y a des sociétés qui continuent en télétravail. Il y a des sociétés qui continuent en télétravail. Au point où, effectivement, il y a une loi qui a été votée en 2022 pour intégrer le télétravail dans la façon de travailler. Donc, vous n'êtes pas obligé, aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont en télétravail, d'être à votre lieu de travail habituel, mais même depuis chez vous, vous pouvez travailler. Le problème que ça soulève, le télétravail, c'est maintenant le contrôle. Quand vous êtes chez vous, mais ça, les entreprises trouvent le mécanisme, trouvent le moyen de contrôler. Mais sinon, aujourd'hui, là, il y a des sociétés qui continuent à tenir travail pour les gens qui sont plus dans la maison et qui font le télétravail. Ils vont passer peut-être au siège de la société 1 ou 2 fois par semaine, le reste du temps, ils sont en télétravail. C'est un travail. Normalement, le travail, on le fournit au lieu indiqué par l'employeur, au siège, ou à une agence, à un bureau, etc. Mais aussi, donc aujourd'hui, depuis cette loi, elle-même qui est la conséquence de la Covid, on peut fournir sa prestation de travail en étant à la maison, chez soi, ou en étant même en déplacement, ou quelque part, pour fournir sa prestation de travail. En tout cas, si ce n'est pas un travail physique, manuel, où on a amené à soulever des choses, mais c'est un travail intellectuel, il faut être devant un poste ordinateur, etc. Et puis sur mon domicile, il faut fournir sa prestation de travail. Voilà. Alors, ensuite, le contrat de travail peut être suspendu. Si pour les femmes enceintes, par exemple, le contrat peut être suspendu à une certaine période. Voilà. Si vous êtes malade, le contrat de travail peut être suspendu. Si vous êtes appelé au drapeau pour un service, votre service militaire, le contrat de travail peut être suspendu. Donc, il y a des cas dans lesquels l'exécution du contrat de travail peut être suspendu. Voilà. Et une fois que la cause de suspension a pris fin, bien entendu, non seulement la femme enceinte, une fois qu'elle a fini sa période d'allaitement et tout, elle regagne son travail. Celui qui a pris le drapeau dès qu'il a fait son service militaire, il reprend. Celui aussi qui est en repos maladie, quand il a fini, il a retrouvé son travail. Il a retrouvé son poste pour connaître sa présence de travail. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il fournit la prestation de travail et derrière, il est rémunéré par un salaire. On va parler un peu du salaire aussi. Est-ce qu'on peut payer un salaire à un téléphone portable? Oui. Vous travaillez pour moi et puis je m'engage sur le mois à vous donner un téléphone portable. Au lieu de vous payer, non, au lieu de vous payer votre salaire, je
dit non, tout le mois, voilà. Mais c'est possible. La loi dit c'est possible. Ça dépend. Si vous êtes d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre employeur et vous êtes d'accord, ça peut se faire ici. Donc on peut tout le mois vous payer en téléphone portable, en bien matériel, on peut tout le mois vous donner une maison. Voilà. Sinon le salaire est payé en monnaie et un coût légal. Ça peut être par virement, par chèque, etc. Et sinon on peut vous payer votre salaire, on peut tout le mois vous donner un ordinateur. Toutes les questions donc de l'accord entre vous et votre employeur. Mais il y a des choses pour lesquelles, il y a des choses qui ne peuvent pas servir comme moyen de paiement. Il y a des choses qui ne peuvent pas servir comme moyen de paiement et ça, la loi le cite très distinctement. C'est par exemple la drogue, l'alcool, les poissons alcoolisés. Voilà. Vous ne pouvez pas fournir votre prestation de travail et que votre employeur va s'engager de la part de une caisse de vin. Tout le mois, même si vous êtes informé, parce que après il va falloir manger quand même. Donc il y a des choses comme ça que la loi a prévues. On ne peut pas, voilà, l'alcool, la drogue, etc. Non, ça passe pas. Mais en dehors de ce que je viens de citer, on peut bien vous payer en ordinateur tout le mois. Une maison, tout le mois, on vous donne une maison. Voilà, ou en tout autre bien, à l'exception de certains biens bien définis par la. Et puis après, comment se fait le paiement du salaire? Est-ce qu'on peut vous payer par exemple dans les maquis? Est-ce que votre employeur peut venir avec votre salaire à votre maquis? Admettons que vous soyez payé en espèces. Est-ce qu'il peut venir là dans les maquis? Le roi dit non. C'est évident, non? Ah, monsieur peut rentrer à la maison et puis il n'y a plus rien. Donc le roi dit non. Voilà. Le paiement du salaire est fait soit au lieu de travail, ou bien par virement, etc. Si c'est en espèces, c'est au lieu de travail. Donc voici un peu les points concernant l'exécution. Donc ça c'est le deuxième point, l'exécution. Et puis on arrive au troisième point, la rupture. Le troisième point, la rupture du contrat de travail. Alors, vous êtes entendu, vous et votre employeur, vous avez signé votre contrat de travail. Vous l'avez exécuté conformément à ce qui est dit. Et puis en cours, chemin faisant, vous ne vous entendez plus. Ou bien même vous entendez, mais simplement vous avez trouvé mieux ailleurs. On va parler de la rupture. Donc la rupture du contrat de travail, ça peut être soit la démission. Les parents proposent donc la démission de l'employé, ou bien le licenciement à l'initiative de l'employeur. Donc si c'est vous qui prenez l'initiative de rompre le contrat de travail, c'est une démission. Si c'est l'employeur qui prend l'initiative, c'est un licenciement. Voilà. Il peut arriver aussi que le contrat de travail soit rompu par le fait qu'il soit simplement arrivé au terme. On ne peut plus un contrat de travail, un CDD d'1 an. Vous fournissez votre prestation, vous êtes payé normalement. Au terme, ça finit. Le contrat de travail est rompu. Là, ce n'est ni votre fait, ni le fait de l'employeur, mais c'est simplement prévu par votre contrat. Ça, c'est la rupture normale du contrat de travail. Oui. Et cette rupture-là, ça c'est seulement dans le contrat à durée déterminée. C'est dans le contrat à durée déterminée, soit que vous allez vous entendre pour rompre le contrat, ou bien alors l'employeur va vous licencier, que vous avez démissionné, mais dans quel que soit le cas de figure que nous prenons, il y a des conséquences qui vont avec. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors, dans le CD, contrat à durée déterminée, on n'est pas dans le CDD. CDD, contrat à durée déterminée, rupture normale.
aussi, il faut rappeler que dans le CDD, on peut rompre le contrat avant le terme. Oui. Vous signez un contrat de travail d'une durée de 1 an. Et puis, après 6 mois, votre employeur va estimer que vous ne lui avez pas donné satisfaction. Vous licenciez. Donc, même dans un contrat à durée déterminée, on peut rompre le contrat avant terme. Comme aussi, ça peut être vous-même qui prenez l'initiative de la démission. Pendant que vous êtes toujours en CDD et que le CDD n'est pas échu, vous pouvez prendre l'initiative de la démission parce que vous avez vu que. D'accord? Donc, ça, c'est possible. Maintenant, dans le cadre d'un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, parce que là, il n'y a pas de période de fin stipulée. Vous êtes là, normalement, vous êtes censé rester là jusqu'à ce que vous partiez peut-être à la retraite. Mais en cours, vous voulez rompre le contrat. Soit que vous êtes employeur, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, l'employeur, pour rompre le contrat, ça veut dire que vous avez quelque chose à reprocher à votre employé. La loi dit, vous avez quelque chose à reprocher à votre employé, il faut lui adresser d'abord une demande d'explication. Admettons qu'il soit un employé qui vient régulièrement en retard, ou bien qui se comporte de façon désinvolte, je ne sais pas, voilà. Il faut lui adresser une demande d'explication. Donc il a commis une faute. La loi dit qu'il faut lui adresser une demande d'explication. Celui-ci a une demande d'explication. Selon ce qu'il aura dit, voilà, tu vas, en tant qu'employé, plutôt apprécier. Ça te convient, ça te convient pas. Seulement, tu peux rompre le contrat de travail. D'accord? Donc, il faut d'abord commencer par une demande d'explication. Et puis, quand vous avez pris, vous en tant qu'employé, vous avez pris maintenant la décision, c'est-à-dire que vous l'avez adressé la demande d'explication. Et il a expliqué les raisons pour lesquelles il a fait ceci ou cela que vous n'avez pas apprécié. Vous prenez la mesure de licencier. Il y a une période de préavis pour ça. Ça dépend aussi de la catégorie professionnelle. Ça peut être 1 mois, 3 mois, ça dépend de la catégorie professionnelle. Donc il y a cette période de préavis là que vous devrez conserver. Cette période de préavis est importante parce que ça permet déjà à l'employé. Parce que là, je veux dire, ça n'a pas ça. Donc il reçoit cette nouvelle-là. Ça lui permet, pendant cette période de préavis-là, de chercher un nouvel emploi. Et la loi a bien réglementé. Parce qu'il doit chercher un nouvel emploi, la loi dit que là, la loi a prévu les possibilités pour lui de s'absenter même aux heures de travail. Même aux heures de travail. Parce qu'il doit chercher un nouvel emploi. Donc il faut forcément qu'aux heures de travail, il puisse aller au travail. La possibilité pour lui de s'absenter. Donc, ça c'est l'employeur, que l'employé qui observe une période de préavis. Au terme de la période de préavis, en fonction de sa catégorie professionnelle, vous lui adressez simplement la lettre de licenciement. Le contrat de travail. D'accord? Alors, ça peut être aussi démission de l'employé. Il fournit sa prestation de travail. On est dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Et puis en cours, pour X raisons, il veut démissionner. L'employé, la loi dit qu'il faut adresser un courrier de démission à votre employeur. Il faut lui adresser un courrier de démission. Pour l'informer. Et puis, vous êtes tenu d'observer la période de préavis. Donc les deux parties, selon que l'initiative vienne de l'employé ou de l'employeur, sont tenus d'observer le délai de préavis. Celui qui ne veut pas observer le délai de préavis, il est tenu de payer l'indemnité de préavis. Il va indemniser l'autre. Parce que c'est un préjudice que l'autre subit. Pour l'employé, tu es peut-être l'employé modèle sur qui ton employeur compte, sur qui fonde tout espoir. Et du jour au lendemain que tu es démissionné. Tu ne veux pas. Parce que tu as eu une opportunité et que tu ne peux pas la rater. Tu ne peux pas rater cette opportunité. Alors
tu dois payer l'indemnité de préavis. L'indemnité de préavis, tu dois la reverser à ton employeur. C'est pareil aussi pour l'employeur. S'il ne veut pas que son employé fasse la période de préavis, parce qu'il est arrivé des cas où la relation est devenue si tendue que l'employeur ne veut pas que l'employé exerce. Il est tenu de payer l'indemnité de préavis. Aussi, c'est le 2 mois ou le 3 mois que le gars devait faire, il paye son salaire sur ce pays. C'est réparti, c'est séparé. Maintenant, il y a une situation où l'une des parties, l'une quelconque des parties n'est pas tenue d'observer le préavis. C'est lorsqu'il y a faute clause. L'employeur estime que les griefs qu'il a à l'encontre de son employé sont constitués de faute. Une faute lourde, c'est une faute grave, d'une gravité, voilà, je ne dis pas extrême, mais une faute assez grave au point de ne pas pouvoir, au point où les parties ne peuvent pas continuer à faire chemin ensemble. Ce type de faute-là, la loi dit, lorsqu'elle se produit, après la demande d'explication, l'employé, bien même l'employé, aussi l'employé, elle peut résilier son contrat de travail, et donc adresser à l'autre partie plainte de rupture du contrat de travail sans être tenu de respecter le préavis. Maintenant, le problème c'est que cette faute lourde-là, elle n'est pas définie par la loi. C'est l'employeur, c'est celui qui prend l'initiative du juge. Moi, j'estime que le fait pour mon employé d'arriver avec 10 minutes de retard, c'est une faute de départ. Je suis libre, à partir de ce moment-là, de le licencier sans lui faire observer le période de préavis et sans lui payer l'indemnité corrélative. Sauf que ce sera quand au juge, quand le petit va se retrouver devant ce magistrat-là, il sera à lui maintenant d'apprécier pour voir est-ce que 10 minutes de retard, est-ce que c'est une faute assez lourde pour justifier un licenciement sans préavis. Là, c'est le juge qui va apprécier. Mais sinon, tant qu'ils ne sont pas devant lui, chacun est libre d'apprécier l'employeur et d'estimer que ça, c'est une faute lourde pour lui. Oui. Donc, alors, nous sommes dans le cadre donc, de la rupture des relations. Donc, après la demande d'explication, il y a la période de préavis. Et puis maintenant, quelle est la procédure à suivre pour entrer dans ces droits? Alors, déjà, au moment de la rupture du contrat de travail, il y a des documents qui doivent accompagner l'employé. C'est des documents obligatoires. Si vous ne lui remettez pas ces documents-là, ça, quelle que soit la situation, que ce soit une démission de l'employé ou bien un licenciement de l'employeur, donc à l'initiative de l'employeur, il y a des documents que vous devez remettre à l'employé au moment où il parle de la souci. Si vous ne lui remettez pas ces documents-là, vous pouvez, si vous envoie justice, vous pouvez être condamné à payer. Donc au nom de ces documents-là, il y a le certificat de travail. Il y a le certificat de travail, et puis il y a le relevé nominatif des salaires. Le relevé nominatif des salaires. Bon, il y a la lettre de licenciement, mais la lettre de licenciement, on va ouvrir la faire verbalement. Mais sinon, le certificat de travail. Parce que vous licenciez quelqu'un qui aura peut-être certainement besoin de chercher un nouvel emploi et qui va pouvoir justifier auprès de son potentiel employeur ses états de service. C'est pourquoi la loi dit que vous devez lui remettre le certificat de travail. Et la loi dit que vous devez lui remettre ces documents-là. Le jour où il quitte, ce n'est pas des mois ou bien des jours après. Si vous le faites, vous pouvez, en tant qu'employeur, être condamné. Parce que vous lui aurez porté préjudice. La loi dit le jour où il quitte la structure, le jour où il quitte la société, le jour-là, vous calculez ses droits, donc ses droits également, donc le droit de rupture, et tous les documents qui vont avec. Vous les remettez ce jour-là. Voilà. Donc voici les documents qui doivent accompagner donc, la rupture du contrat de travail. Maintenant, on est dans la situation où les droits ne sont pas payés,
ou bien sont payés mais en partie, ou bien c'est pas bien calculé, etc. Et puis on est dans la situation où l'employé estime, ou bien l'employeur aussi peut estimer que la rupture qui est faite là, elle est abusive. Elle ne respecte pas. Tout à l'heure, je parlais donc de la faute lourde. L'employé peut estimer que 10 minutes de retard, ce n'est pas une faute lourde. Voilà. La suite, il serait pas. Mais la suite, il a le droit de saisir la justice. Il a le droit de saisir la justice. Alors, pour saisir la justice, il y a une étape préalable. Vous vous êtes séparé d'avec votre employeur, les choses ne se sont pas bien passées, il ne vous a pas payé vos droits, il ne vous a pas remis les documents qui devraient vous remettre à la fin du contrat, et puis même vous a licencié dans des conditions vraiment abusives. Vous êtes en droit de saisir le tribunal. Sauf que la loi dit que pour saisir le tribunal, vous devez d'abord saisir l'inspecteur du travail. C'est une administration chargée donc de concilier les parties. Parce que quand vous partez chez l'inspecteur du travail, c'est une tentative de conciliation. Une tentative de conciliation qu'on va dire une tentative de conciliation administrative. Parce que c'est l'administration du travail. Cette étape-là, elle est préalable, mais elle est obligatoire. Parce que vous ne pouvez pas directement aller devant le juge. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous avez été licencié dans des conditions inacceptables que du coup vous partez devant le juge. Vous partez d'abord chez l'inspecteur du travail. Vous le devez chez l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail. Donc vous faites votre plainte. Vous faites votre écrit, vous expliquez toutes les conditions dans lesquelles vous avez été licencié, ce que vous réclamez, tout. Vous joignez toute la documentation, vous devez chez l'inspecteur du travail. Lui va envoyer une copie à votre ancien employeur qui va donc répondre à la convocation à une date qu'il aura déterminée. Les deux parties viennent, les parties peuvent venir assister soit d'un avocat si elle veut. Voilà. Il est libre, il faut venir assister de votre avocat si vous en avez un. Vous pouvez aussi venir assister d'un délégué du personnel. Je vais tout à l'heure parler des délégués du personnel. Donc vous pouvez venir assister de quelqu'un. D'accord? Donc il vous reçoit, vous allez vous expliquer, il va aussi, l'autre aussi va s'expliquer, et puis il va tenter de vous concilier sur tout ce que vous avez formulé comme demande. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut trouver un accord? Vous allez voir avec votre ancien employeur. Si vous parvenez à vous concilier, tant mieux, il va faire donc un PV de conciliation. Et puis, sur la base de ce PV, l'employeur va payer ce sur quoi vous serez terminé, ce sur quoi vous serez tombé d'accord. Le litige est terminé. Comme il peut arriver aussi que vous tombiez d'accord sur une partie. Vous formulez plusieurs demandes, mais vous tombez d'accord sur une partie. Et sur l'autre, admettons, vous tombez d'accord par exemple sur les droits. Indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés, etc., etc. Mais sur le dommage et intérêt, c'est-à-dire l'argent qu'on va vous payer parce que vous avez subi un préjudice. Par exemple, vous estimez que votre licenciement n'est pas abusif, mais l'employeur l'a qualifié comme tel. Et donc, il ne veut pas revenir sur sa position, il considère pour lui que c'est abusif, ou plutôt que c'est légitime parce que la faute connue est l'autre. Donc, vous serez tombé d'accord sur une partie, sur le droit. Donc, le PV que l'inspecteur du travail va faire, ce sera un PV de conciliation partielle sur une partie du litige. Le reste du litige, vous êtes en droit maintenant de partir au tribunal, que le tribunal a réglé. D'accord? Où il peut arriver que vous ne tombiez pas d'accord du tout sur aucun des points. L'employeur est inflexible, il ne veut pas. Dans ce cas-là, avec le PV que l'inspecteur du travail va faire, ce sera un PV de non-conciliation. C'est avec ce PV-là maintenant vous pouvez maintenant saisir le tribunal du travail. Et puis là également, il va s'engager, il va vous saisir le tribunal du travail. Là, vous faites également comme la même chose, comme devant l'inspecteur, vous faites votre lettre plainte, vous joignez tout, vous expliquez tout ce que vous voulez, etc. Vous déposez. Le tribunal va envoyer un exemplaire, en général on dépose en deux. Le tribunal va envoyer un exemplaire à votre ancien employeur.
aussi, il y a une phase de conciliation, mais qui est maintenant judiciaire. L'autre, c'était une conciliation administrative devant l'inspecteur. Là, c'est une phase de conciliation judiciaire. Donc, le juge va tenter de vous concilier. Vous pouvez rester campé sur vos positions. À ce moment-là, maintenant, s'ouvre les débats. Et puis, à la fin, le juge va trancher. Il dit, c'est un tel qui a raison, c'est un tel qui a tort, etc., etc. Et puis, si la décision qui est rendue par le juge ne vous satisfait pas, ça peut arriver, vous avez ce qu'on appelle le droit de recours, c'est la cour d'appel. C'est la cour d'appel va trancher votre litige. Vous pouvez même aller jusqu'à cassation. Voilà. Donc voici la rupture. Je voudrais vous parler de deux catégories d'employés qui sont importants dans nos sociétés. Enfin, dans l'entreprise. Ces deux salariés sont les salariés protégés, les délégués du personnel et puis les délégués syndicaux. C'est important de parler de ça parce que vous pouvez demain être amené à être délégué du personnel. Comme aussi, vous pouvez demain être amené à avoir dans votre société, voilà. Ou alors vous pouvez être en nombre et puis il n'y a pas de délégué du personnel. Parce que souvent, on voit cela. La société, il n'y a pas de délégué du personnel. Parce que les employés ne les aiment pas beaucoup. Parce qu'ils sont protégés par la loi. On ne peut pas les licencier comme ça. Les licenciements, c'est obéir à une procédure compliquée. Il faut avoir l'autorisation de l'administration. Ça peut même aller jusqu'à devant le Conseil d'État. Vous voyez? Donc, ces deux catégories d'employés sont des employés protégés. Alors, les délégués du personnel, leur rôle, c'est quoi? C'est de protéger, donc d'être en quelque sorte les porte-voix des employés. Quand l'employeur va procéder à un licenciement, surtout un licenciement de masse, il faut qu'il les associe, qu'il discute avec eux, qu'il essaie de voir la liste des personnes concernées. Quand il y a besoin donc, de représenter les employés auprès, par exemple, de la société, du directeur, etc., pour des doléances, etc., c'est le rôle des délégués du personnel. Donc, ils sont l'interface entre les employés et puis l'employeur. Voilà. Après, à côté d'eux, il y a les délégués syndicaux. Donc, eux, ils sont là pour les syndicats. Ils représentent donc les syndicats. Si dans votre entreprise, il y a un syndicat, parce que vous êtes en nombre, eux, ils sont là. Voilà. Donc, ces deux types d'employés-là, c'est des gens qui sont protégés. Pour pouvoir les licencier, il faut demander l'autorisation à la personne. L'inspecteur du travail. Vous demandez l'autorisation à l'inspecteur du travail. Si l'inspecteur du travail vous accorde, vous pouvez les licencier. Mais si ne vous accorde pas l'autorisation, vous ne pouvez pas les licencier. Vous êtes obligé de saisir, si vous voulez toujours, si vous en tant qu'employeur, vous persistez dans votre volonté de licencier, vous êtes obligé de saisir le Conseil d'État. Enfin, de saisir, avant le Conseil d'État, de saisir le ministre chargé du travail, c'est le ministre des Affaires sociales. Et puis après, éventuellement, de saisir maintenant le Conseil d'État. Si, malgré toutes ces saisines-là, vous n'avez pas l'autorisation, vous ne pouvez pas les licencier. Si vous le faites, vous serez amené donc à les dédommager et ça peut être très lourd pour la structure. Voilà. Donc ces deux employés, ces deux catégories d'employés là sont les employés protégés. Voilà. La loi dit, dès lors que vous êtes une entreprise qui a 10 employés déjà, vous pouvez avoir déjà votre sein un délégué du personnel. Voilà. Et puis pour les délégués syndicaux, je crois que c'est autour de 100 employés, délégués syndicaux. Voilà, chers amis, ce que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne le contrat de travail. C'est quelques notions que je vous ai données. J'espère que ça va vous aider. Et puis, je suis à votre disposition pour questions, pour échanges, pour approfondir certains points. Voilà. Merci.
Je Ouais. ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y en a. Le foot, d'accord. Faute de doute. Indéterminé. Vous dites que la loi du travail ne spécifie pas les fautes graves. Faute lourde. La faute, c'est le lourd, mais les fautes, mais elle est simple. C'est le terme lourd qui est utilisé. Voilà. Oui, la loi ne définit pas. Moi, je dis la loi ne définit pas. Voilà, c'est laissé à la discrétion de l'employeur. C'est l'employeur qui va estimer que pour lui, voilà, telle chose que vous avez faite là est constitutive d'une faute lourde. La loi n'a pas défini cela. Voilà. Donc, l'employeur qualifie cela comme il veut. Mais à la fin, c'est le juge qui va maintenant départir les parties quand le litige sera porté devant lui. Voilà. C'est dans le cas où c'est l'employeur qui s'est plaint de l'employé. Est-ce qu'il y a une ordonnance qui permet à l'employé de se plaindre? C'est-à-dire, facilement, l'employeur va se plaindre d'un acte de l'employé et l'emmener devant un juge. Est-ce que. Oui, bien sûr. Bien sûr, un employé peut mettre fin, il peut démissionner de son emploi, et puis la responsabilité sera la responsabilité de l'employeur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'un CDI, un contrat de durée indéterminée. Et puis compte tenu de ce que mon employeur me fait subir, ça peut être du harcèlement moral ou voilà, ou toute autre chose que j'estime inadmissible et qui n'a pas sa place dans le cadre de notre relation de travail, je peux démissionner, soit même que je ne suis même pas payé. Alors qu'on a convenu qu'il me paye tous les 31, il va me payer les 15. Donc il y a toujours 15 jours que je paye. J'estime que ça me pose pour lui, c'est une faute. C'est une faute grave, enfin c'est une faute lourde. Donc pour moi la gravité est quand même assez importante. Je peux démissionner. Mais quand je démissionne, cette faute-là, et plutôt cette démission-là, on l'analyse comme un licenciement. Ça a les conséquences d'un licenciement. C'est-à-dire que cette faute-là, elle est imputable. Donc plutôt cette démission-là, elle est imputable à l'employeur. Parce que c'est de son fait. Vous comprenez? Ce ne sera plus analysé comme une démission, mais la justice va analyser cela comme un licenciement, avec les conséquences des licenciements. Donc les conséquences des licenciements. Oui, voilà. Donc, ça dépend. Vous pouvez aussi estimer que, pour vous, le fait que l'employeur ne vous ait pas donné les équipements de travail, ou bien qu'il ne vous paye pas régulièrement, etc. Voilà. C'est inadmissible. Et puis démissionner sur la base de ces motifs-là. Puis on va analyser pour voir si vous arrivez à prouver que effectivement condamner l'employeur à vous dédommager, comme si c'était lui qui avait rompu. Parce que c'est une façon de rompre le contrat. Parce que je ne veux pas rompre le contrat, je ne veux pas prendre l'initiative, donc je paye l'employé tous les 15 jours. Ça ne va pas. Donc la justice, le droit va analyser ça comme un licenciement et va lui attacher les effets et les conséquences d'un licenciement. Oui. C'est au niveau de la demande d'explication. Parce que là, ce que j'ai compris, c'est qu'avant de licencier quelqu'un, on lui adresse une demande d'explication. On a conclu un contrat verbal. L'employé a agi et l'employeur estime que c'est une faute lourde. Donc, il doit le licencier. Parce que dans ce cadre-là, il est encore tenu d'envoyer une demande d'explication à l'employé. Bien sûr. Puis est-ce que l'employé est tenu de répondre ou est-ce que l'employé peut décider de partir directement? Alors, vous disiez tout à l'heure que dans le cadre d'un contrat de travail conclu verbalement. Déjà, il faut retenir que si on est dans le cadre d'un contrat de travail conclu verbalement, c'est un
contrat à durée indéterminée. D'accord? La demande d'explication, il faut l'envoyer à l'employeur, quel que soit le type de contrat dans lequel on se trouve. Que ce soit un contrat à durée indéterminée, plus encore dans le contrat à durée indéterminée, mais que ce soit aussi dans le contrat à durée déterminée qu'on veut rompre avant le terme. Il faut envoyer une demande d'explication. Il faut envoyer une demande d'explication. Et puis maintenant, au regard des éléments que l'employé va avancer pour justifier son fait, l'employeur prendra librement sa décision. Après, maintenant, sa décision va être analysée pour voir est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est fondé, est-ce que ce qui reproche à l'employé c'est fondé. Mais il faut toujours envoyer une demande d'explication, surtout dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. Si vous n'envoyez pas, vous n'adressez pas une demande d'explication à votre employé, c'est un licenciement qui est abusif. C'est un licenciement qui est abusif. Et cette demande elle doit être formelle aussi. Oui. Courrier. Oui, non, si, un courrier. Non, parce que si c'est verbal, il sera difficile après de faire la preuve. Voilà. Pas pour le contrat, mais de ce que vous lui avez adressé une demande d'explication. Il faut que ce soit écrit. Donc, vous, employeur, vous lui adressez un écrit. Lui aussi doit vous répondre par écrit. Lui aussi doit répondre par écrit. Il peut recevoir et puis il ne répond pas. Bon, ce qui est raison qu'il ne répond pas, c'est une raison de plus de le licencier. Il y a une preuve de quoi des subordinations. Voilà. Donc, c'est une raison de plus de le licencier. Mais sinon, la demande d'explication et la réponse à la demande doivent être écrites. Question? C'est bon. C'est bon? D'accord. Très bien. Qu'est-ce que moi je peux dire? Vous remercier pour l'attention. Puis, c'est quelques notions, comme je vous ai indiqué tout en début. L'école de travail, c'est assez vaste, mais c'est l'étude de troisième année de droit, c'est toujours une année. En tant qu'employé, c'est bon de connaître certaines choses. On peut me conseiller une année, de même au quartier, quelqu'un qui peut avoir un souci. Ah, mais tiens, je suis dans telle entreprise, mais voici comment je suis traité, voici qu'est-ce que je dois faire. Ou bien alors mon employé m'a licencié. J'estime que le licenciement, le motif avancé ne tient pas. Ah tiens, oui, il faut aller chez l'inspecteur du travail. Il faut comment chez l'inspecteur du travail d'abord. Voilà. C'est de chez lui maintenant qui va arriver et va arriver à la justice. Si vous ne commencez pas par l'inspecteur du travail, vous allez directement à la justice, votre demande ne sera pas recevable. Le dossier ne sera pas examiné. Voilà. Donc, si plus de questions, monsieur, là, vous avez des questions. Bon, c'est peut-être une question, c'est pas vraiment. Bon, c'est un avis. C'est de savoir est-ce que. Bon, tu sais, qu'on parle d'inspection, de loi, tout ça, il faut qu'on soit dans un pays de droit. On sait que dans notre pays, là, il y a beaucoup de sujets qui sont un peu compliqués, qui sont pas vraiment très clairs, en fait, pour tout le monde en termes d'interprétation de la loi et tout. Notamment les questions de nationalité, entre parenthèses. Donc, c'était pour avoir ton avis sur la qualité des prestations au niveau de l'inspection du travail en Côte d'Ivoire. Est-ce que en cas de difficulté, on peut vraiment être assuré qu'il protège vraiment l'employé, ou bien c'est aussi très compliqué comme dans d'autres domaines de notre pays? D'accord. J'entends bien ce que tu dis là. Moi, ma position, c'est que il ne faut pas avoir d'a priori. Il ne faut pas avoir d'a priori quand il s'agit d'aller à l'inspection du travail. En tout état de cause, à la fin, c'est le juge qui va trancher, qui lui est un professionnel du droit. Effectivement, l'inspecteur du travail peut avoir des carences, peut avoir des défaillances, il peut avoir des faiblesses. Il peut avoir même un parti pris. Ça peut arriver. Mais à la fin, c'est le juge qui va trancher. Comme la loi dit, il faut obligatoirement passer par lui. Donc, il faut aller chez lui. Mais
Mais j'ai pas, moi, je ne veux pas que les salariés se nourrissent d'a priori. Parce que malheureusement chez nous, il y a beaucoup d'a priori. Même quand il s'agit d'envoyer un employeur en justice. Il y en a qui sont convaincus que l'employeur ne peut jamais perdre un procès. C'est ça. Parce que c'est l'employeur, parce qu'il a les moyens. Ça, c'est un a priori, mais ce n'est pas bon. Et c'est faux. Parce que c'est à longueur de journée que des employeurs sont condamnés. Ils sont condamnés souvent dans des litiges où ils sont opposés même à des analphabètes. À des analphabètes. Parce que ceux qui se nourrissent de ces a priori, la plupart du temps, c'est ceux qui sont même intellectuels. Mais il y a eu des cas où des personnels de maison, ils ont envoyé leurs employeurs à l'audience, au tribunal, ils ont gagné. L'inspecteur du travail peut dire que lui, ce qu'il en réalité, c'est parce que c'est un formalisme obligatoire. Avant, la loi ne faisait pas l'obligation de passer par l'inspecteur du travail. Avant, quand il y avait un litige social, tu avais le choix, soit de commencer par l'inspecteur du travail ou d'aller directement au tribunal. Mais depuis le Code du travail de 2015, la loi fait obligation de passer par l'inspecteur du travail d'abord. Donc du coup, on va chez l'inspecteur du travail. Mais qui n'est pas un spécialiste du droit, l'inspecteur du travail, il y en a très peu. Ils n'ont pas forcément, je ne dirais pas, il y en a très peu, mais ils n'ont pas forcément fait le droit. C'est des administrateurs. C'est des administrateurs, quelqu'un qui a fait peut-être mathématiques ou quoi, il a passé son concours de l'ENA, il a fait cycle, affaires sociales, il sort, il est inspecteur du travail. Ça n'est pas le droit. Vous comprenez? Donc il peut avoir des faiblesses qui peuvent ne pas être forcément parce qu'il est corrompu ou bien parce qu'il est un particulier, mais ça peut être vraiment de sérieuses faiblesses, une capacité, une compétence, simplement. Il va dire ce qu'il pense du dossier. Dans tous les cas, c'est une conciliation administrative, parce que ce à quoi il est arrivé. Et puis, si vous ne parvenez pas à vous concilier devant l'inspecteur du travail, il va faire son document. Toi, tu as besoin de son document là, pour pouvoir aller chez le juge que lui est un professionnel de droit. Voilà. Il peut faire ce qu'il veut, mais il n'a pas seulement fait son document. Si vous conciliez, tant mieux. Le paiement est fait devant lui. Toi, tu prends ton argent, tu te quittes. Ou bien vous ne vous conciliez pas, mais dans ce cas, il n'a pas fait son PV. Donc, toi, tu auras besoin pour aller devant le tribunal. Donc, il ne faut pas se nourrir d'apriorisme. Et puis, voilà. L'inspecteur fait, mais après, c'est le juge qui tranche en définitive. Voilà. Après, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit que j'avais oublié, c'est. Alors, depuis 2022, le président a pris une ordonnance de rehaussant le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, qui est passé donc c'était 33 000, passé à 75 000. Donc depuis 2022, normalement, on ne devrait pas payer quelqu'un en Côte d'Ivoire en dessous de 75 000, quel que soit le travail. Donc nos personnels de maison, on ne devrait pas les payer en dessous de 75 000. On tout à fait des ménages. Il y a d'avoir 75 000. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Hein? Voilà. Mais c'est donc il faut les déclarer à la CNP. Oui, normalement. Mais travaille dans le noir, non? Ah oui, il travaille dans le noir, c'est ça. Ça, c'est le travail ici, il travaille dans le noir. Mais sinon, la loi dit qu'on ne doit pas payer quelqu'un au-dessus de 75 000. Or, ils sont plusieurs qui sont moins de 75 000, les vigiles, nombre de vigiles, pas tous, il y en a quand même qui payent bien, mais nombre de vigiles de sociétés qui reçoivent moins que ça, personnel des maisons. Enfin, la plupart de tous ceux qui travaillent au noir, je ne suis pas sûr qu'ils atteignent. Voilà, c'est bon. Mais bon. Ça va aller. Tout ça, c'est dans le cadre du développement. Au fur et à mesure que on va tendre vers le développement, vers voilà, dans d'autres pays. Le minimum, c'est le minimum. Ça ne va pas en dessous. Parce que, évidemment, tant que vous travaillez, tant que vous ne faites pas du travail dissimulé ou du travail noir, vous êtes obligé de respecter la loi. Mais si on continue encore par les pratiques de promouvoir le travail, il y en a qui vont malheureusement recevoir moins. Ça va s'arranger au fur et à mesure. Aujourd'hui, déjà, c'est une mesure à saluer, parce que ça fait que quand même, bon
d'entreprises se sont mises à jour. Et puis, parce que la vie est trop chère. La vie est trop chère. Donc, déjà 75 000 francs, c'est bon. Peut-être après quelques années, ça va peut-être monter encore un peu plus. Ce sera le combat, c'est le combat des employés, des syndicats, voilà, tout ça. On va bousculer pour obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleures rémunérations. Merci beaucoup, Ignace. Merci. Et bon. Ça a été un plaisir pour moi de revenir quand je suis sollicité pour le type, voilà, en tant qu'un ancien de type. Le type, c'est bon, ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'espère que vous aussi, vous prenez plaisir. On doit redynamiser parce que pour la prochaine cohorte, Cette promotion, vous êtes quoi? 4. Il y a un qui est absent. Il faut que l'année prochaine, il faut qu'on soit au moins 15. Mais là, ça passe pas au fond. On était une quinzaine environ. On mettait une longue table. C'est ça. Et on a fait une fête mémorable aussi. Exactement. Plus d'autres nombreux, plus c'est chic. Et c'est eux qui ont conçu le kakimono et tout. Oui, tout à fait. Voilà, combien pour moi, là, on a fait une très belle fête. Oui, tout à fait. Il y avait le rôle et tout. Ouais. C'était bien. La famille était là, tout ça. Et ouais. C'était bien. Il y a beaucoup de courage, ça va s'améliorer. C'est ça, les gars. Faut pas baisser. Il faut relever le niveau là. Voilà, c'est important. Non, parce que vous recevez des conférenciers aussi de qualité. Hein. Voilà, là, on a passé 1 heure à 1h30 ensemble, mais pour des choses qui sont. C'est important. Ouais. Avant, moi, vous avez reçu d'autres qui étaient de qualité, des formations de qualité. Voilà, c'est important. Donc, il faut que vous fassiez la promo. La promo. Il y a un peu plus d'inscrits. Donc, ça, on parle de la journée porte ouverte, et puis parler de la graduation. Mais il y a ce jour où tu dis merci aussi. C'est pas une rémunération, c'est que l'alcool n'est pas autorisé. Donc, qui est rémunération, c'est un don. Ouais. Parce qu'on est en Afrique. C'est ça. C'est nous les acteurs. Tu connais tout ce qu'on fait de. Ouais, Voilà. Donc, c'est vraiment pour te dire merci. Merci beaucoup. Merci aussi, on va parler de Ça marche. Merci. Merci aux organisateurs. Merci aux apprenants. Je vous souhaite bon courage. Après, je suis disponible. Voilà. Vous pouvez prendre contact. Ça peut ne pas être lié à ça. Hein. Ça peut être. Moi, je suis avocat. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est important d'avoir toujours ce contact. À ce moment, je connais des gens qui parlent de ces situations. Vraiment, c'est le premier réflexe, c'est contacter l'avocat. Parce que le droit, c'est une matière qu'on devrait tous connaître. Tout le monde en a besoin. Non, connaître tous, c'est. Oui, il y a des choses que tout le monde peut connaître. Mais après, il y a des spécificités, il y a des complexités. Voilà. C'est pourquoi il y a des avocats qui sont des professionnels de droit, chargés dont la mission c'est d'accompagner, de défendre, mais surtout d'accompagner. Mais ce volet-là, les gens ne le savent pas. C'est en fait la prévention. Les avocats font la prévention, mais dans le conseil. Voilà. Prévient les litiges à venir. Vous voyez, même dans le contrat, vous partez signer un contrat de travail avec une société, et vous pouvez demander l'autorisation de vous remettre le projet de contrat, vous allez faire examiner par un sachant. Voilà. Parce que dans la vie, on passe des contrats à longueur de journée, souvent sans s'en rendre compte. Je ne parle pas d'aller à la boutique acheter quelque chose, mais ça même c'est un contrat. C'est pas pour ça qu'on va requérir les services d'un avocat. Mais quand vous signez un contrat de bail, pour louer une maison, ou bien pour installer votre entreprise, quand vous signez un contrat de travail avec un employé, tout ça c'est des contrats qui devraient être examinés par un spécialiste. Vous dites, ah tiens, ça, cette partie-là, c'est mal réglé, c'est mal rédigé, il faut peut-être mettre ça en tel projet, etc. Et s'il fait ça, pour protéger au mieux vos intérêts. Parce que si vos intérêts sont protégés, demain c'est plus facile de défendre votre cas devant le juge. C'est pourquoi je dis on fait la prévention. C'est comme dans votre santé. Si vous n'allez pas de temps en temps faire un bilan de santé chez un médecin, demain
êtes malade, la pathologie est grave, ça a arrivé à un certain seuil, ou pour maintenant vous sauver, mais il faut déployer beaucoup de choses, il faut beaucoup de moyens, etc. Tant qu'on pouvait, par les conseils, faire la prévention, ça aurait coûté peut-être un peu moins, mais ça se gère. Alors c'est pareil. Les avocats font du conseil. Malheureusement, le conseil aujourd'hui là, comme mon prédécesseur le disait tout à l'heure, aujourd'hui là, l'IA est là. Donc aujourd'hui là, toutes les requêtes aussi, on a les legal tech, vous pouvez aller poser une question juridique, et puis voilà, l'IA va vous répondre. Mais il y a toujours des biais, hein. Il y a toujours des biais, donc c'est pourquoi il faut. C'est vrai que vous avez l'information de l'IA, mais il faut vous rapprocher maintenant d'un spécialiste. Voilà. Aujourd'hui là, tout ça, l'IA. Ben bon, il faut faire avec. Il faut travailler avec l'IA. Il y a du bon. Il y a du bon, il faut travailler avec. Ok, chers amis. Il y a cette petite question, juste à voir, bon, c'est pas par rapport à la masterclass, Oui. mais en tant qu'avocat, aujourd'hui, la plupart des cas que je reçois, c'est dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine du travail, au milieu matrimonial, judiciaire? C'est quoi la plupart? C'est quoi la distribution en fait? Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de droits des affaires. Beaucoup d'affaires. Donc, c'est un peu plus de droits des affaires. Et puis le foncier. Vous êtes au fait de l'actualité qui finit pas d'ailleurs chaque jour qu'on a acheté un terrain, qu'un tel a s'est retrouvé sur le terrain, qu'il a réparti. Donc le foncier occupe vraiment beaucoup dans les cabinets d'avocats, mais pas seulement dans les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, là, même quand tu fais les statistiques au niveau des juridictions, vous voyez, le foncier occupe une bonne part du contentieux. Et puis maintenant, oui, on fait aussi du droit des affaires, du droit des sociétés, du droit des entreprises en difficulté, etc. Oui, dans le droit des affaires, il y a aussi le droit du travail. Les sociétés, les conseillers, les défendre dans le litige avec les employés, etc. C'est vraiment ces deux-là qu'on fait le plus, en tout cas, qui pratiquent beaucoup de cabinets sur la place. À côté, il y a le contentieux lié à la personne, mais ça, c'est un peu moins les divorces et autres. Voilà, les litiges familiaux, succession ou autre. Ça, c'est pas tous les jours que quelqu'un décède là, c'est un patrimoine important. Donc, ça, c'est un peu moins. Mais le droit de l'immobilier et le droit des affaires, ces deux-là, effectivement, dans tous les cabinets, on est tous à cheval sur ça. On prend la photo de famille, on va dessus. Tu mets dans la photo. Les prochaines formations, c'est quoi? On a une formation sur le business, structurer son idée, lancer son entreprise. Et ensuite, on a une formation sur l'art oratoire. Avec Vincent aussi, il est disponible. On est en train de trouver sa disponibilité. Et puis après, une formation sur l'éthique. Et voilà, une formation sur l'éthique aussi qui arrive très bientôt. Donc vous allez serrer un peu en dessous du tableau. S'il vous plaît, vous poussez un peu sur ce côté-là. Voilà, c'est top. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Bien, tu peux laisser partager. Si tu n'es pas busy, tu peux partager un peu avec nous pendant le cocktail. Mais si tu dois courir, il n'y a pas de problème. Non, je peux partager, mais j'ai 30 minutes. D'accord, c'est bon. 30 minutes. On va mettre le cocktail en place et puis